Pour enquêter sur l'affaire, l'inspecteur Marc a fait ouvrir la tombe de la victime. Il ne s'attendait pas à ce qu'à l'intérieur, le corps soit entièrement décapité, comme si la tête avait été arrachée par une force énorme plutôt que tranchée proprement. Dans le folklore vietnamien, il existe depuis longtemps une légende de démon de l'eau. Les villageois sont convaincus que c'est ce démon aquatique dont parlent les rumeurs qui a tué ces gens et dévoré leur tête. Mais quelle est la vérité derrière tout ça? Aujourd'hui, on découvre un nouveau film d'horreur, Inspecteur Kien, l'horreur sans tête. Le film mélange esprit maléfique et légende populaire. L'histoire se déroule il y a 200 ans sous la dynastie Nguyen. Tôt un matin, des pêcheurs repêchent dans la rivière un corps sans tête. Dans ce village du Vietnam, la légende du démon de l'eau circule depuis toujours. Les habitants croient que c'est cette créature qui lui a mangé la tête. Avant l'enterrement du corps, les villageois remarquent que quelque chose bouge encore dans son ventre. Quand ils ouvrent l'abdomen avec un couteau, une énorme quantité d'anguilles s'en échappe. 8 personnes ont déjà été tuées. Leur manière de mourir est exactement la même, tous décapités et aucune tête retrouvée. Toute la région est plongée dans la panique. Hélène reçoit alors une nouvelle encore plus terrible. Sa nièce Chloé a disparu mystérieusement près de la rivière. Sur la berge, on ne retrouve qu'une seule chaussure abandonnée. Comme c'est lié à la rivière, tous les villageois pensent immédiatement à la légende du démon de l'eau. Ils se disent que c'est Chloé qui a été enlevée par ce démon et personne n'ose l'aider à la chercher. Elle écrit aussitôt une lettre au détective Marc, lui demandant de l'aider à ramener sa nièce. Après avoir reçu la lettre de son ami, Marc arrive rapidement sur les lieux de l'incident. En tant que détective, il ne croit pas du tout aux rumeurs de démons aquatiques tueurs. Pour résoudre une affaire et retrouver quelqu'un, il commence donc par interroger le père de Chloé. D'après le père, la dernière fois qu'il a vu Chloé remonte à 5 jours. Durant les jours précédant sa disparition, Chloé n'avait montré aucun comportement étrange. Tout laisse penser à une disparition soudaine. Mais Hélène confie ensuite à Marc un détail important. 2 semaines auparavant, un homme masqué s'était introduit dans la chambre de Chloé. À ce moment-là, Chloé se reposait. L'homme masqué semblait vouloir emporter un objet en céramique. Réveillée par le bruit, Chloé l'avait surpris. Lorsqu'il s'était précipité vers elle pour lui couvrir la bouche, elle l'avait blessé à la main avec un objet tranchant. L'homme, paniqué, avait alors sauté par la fenêtre pour s'enfuir. Cet homme pourrait-il être lié à la disparition de Chloé? Pourquoi voulait-il voler un objet en céramique sans valeur apparente? Pendant que Marc organise ses idées sur l'affaire, il se produit un incident étrange chez Sophie. Alors qu'elle s'apprête à se laver les cheveux, la louche posée près de la jarre d'eau est soudain projetée derrière elle. Elle se retourne, mais derrière elle, il n'y a rien d'autre qu'une grande jarre d'eau. Elle se baisse pour ramasser la louche tombée au sol. Au moment où elle se redresse, elle aperçoit une paire de mains terrifiantes sortant lentement de l'eau de la jarre. Mẹ đây bị sợ. Đừng sợ. Có mẹ đây. Bà già. Cái gì? Bà già bắt con. Bà già bắt con mình. De son côté, Marc estime que l'intrus de la chambre de Chloé est une piste cruciale. La main de cet homme a été poignardée il y a quelques jours à peine, la blessure ne peut pas être totalement guérie. Il décide donc de chercher un homme ayant une cicatrice récente sur la main. Pour aider Marc, Hélène organise un concours de lancer de couteaux dans le village. Pendant la compétition, les participants seront obligés de montrer leurs mains, ce qui permettra à Marc d'observer discrètement. Le concours dure jusqu'à presque la fin sans que personne n'ait de cicatrice suspecte. Au moment où Hélène commence à perdre espoir, Marc remarque finalement un homme. La cicatrice sur la main de cet homme est très légère, mais Marc comprend immédiatement qu'elle date de quelques jours seulement. Ayant identifié un suspect potentiel, Marc et Hélène se rendent rapidement à son domicile. Dans la maison de l'homme, il découvre une grande quantité de céramique. Ces poteries sont exactement du même type que celles que Chloé gardait dans sa chambre, provenant manifestement du même atelier. Alors qu'il se demande encore pourquoi cet homme collectionne ce genre de céramique, Marc voit le suspect rentrer chez lui. Il ne cessait plus de se cacher et révèle son identité. Mais à peine Marc s'est-il présenté comme investigateur, sans même avoir le temps de poser des questions, que l'homme se met soudain à courir pour fuir. Pour Marc, c'est clair. S'il s'enfuit ainsi, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Marc se lance aussitôt à sa poursuite. Grâce à ses réflexes rapides, il rattrape le suspect sans qu'il ait pu aller bien loin et le stoppe net sur le chemin. Le suspect, désormais capturé, n'a plus d'autre choix que de tout avouer. Il explique qu'il collectionne ces céramiques uniquement pour les revendre un peu d'argent. Quant à Chloé, il prétend ne pas la connaître du tout. Il affirme ignorer tout de sa disparition. La nuit où il est entré dans la chambre de Chloé, son intention était simplement de voler quelques pièces de poterie pour les revendre. En voyant que la maison est effectivement remplie de céramique et qu'il n'y a rien d'autre de compromettant, Marc estime que l'homme ne semble pas mentir. Il décide de le croire provisoirement et de le relâcher. Le lendemain, les habitants retrouvent une nouvelle fois un corps sans tête près de la rivière. Le cadavre est une femme. Dès qu'elle le voit,
Hélène se jette sur le corps en sanglotant car elle pense reconnaître Chloé. La découverte de ce corps plonge Hélène dans un état de choc total. Marc, en revanche, remarque des détails qui le troublent. Pour vérifier son intuition, il fait ouvrir les tombes des 8 premières victimes. Une fois les tombes déterrées, il fait une découverte sur tous les corps. La zone de séparation du cou n'était pas nette, comme si quelqu'un avait tranché le cou grossièrement et sans précision. Cela montre que ces morts n'ont rien à voir avec un monstre surnaturel, mais bien avec un tueur humain qui cherche à se cacher derrière la légende du démon de l'eau. En revanche, la section du cou de la nouvelle victime, celle que tout le monde prend pour Chloé, est très régulière et très propre. C'est manifestement un travail différent, ce n'est pas le même bourreau que pour les précédents corps. Il y a une autre anomalie, la peau du cadavre n'est pas fripée. Cela signifie que le corps n'a pas passé longtemps dans l'eau. Quand Marc enfile la chaussure retrouvée sur la berge au pied de ce cadavre, il constate que la pointure ne correspond pas du tout. Les chaussures ne vont pas. Cela prouve que ce corps n'est pas celui de Chloé. Quelqu'un cherche délibérément à tromper Marc, à lui faire croire qu'il s'agit de Chloé et à lui faire accepter l'idée que le démon de l'eau serait responsable pour pouvoir s'en tirer discrètement. Quel est l'objet de ceux qui essaient de faire porter le chapeau au démon de l'eau? Qui se cache derrière cette mise en scène? À ce moment-là, Hélène pense soudain à quelqu'un, Lucas, le voleur qu'on a déjà rencontré. Sur ce nouveau cadavre, Hélène a trouvé un bracelet que Chloé portait très souvent. C'est précisément pour cette raison qu'au début, elle avait cru que le corps était celui de sa nièce. Or, ce même coffret à joyets avait déjà été vu chez Lucas. Au départ, il pensait que Lucas n'était qu'un voleur ordinaire et Marc ne s'en était pas trop préoccupé. Mais maintenant, tout indique que c'est Lucas qui a enlevé Chloé. L'échange de corps, le jeu du faux cadavre à la place de la vraie victime, ne peut être que son œuvre. Mais pourquoi agit-il ainsi? Une fois la nuit tombée, Marc et Hélène retournent en cachette près de la maison de Lucas. Ils découvrent qu'il est en pleine transaction avec Madame Leblanc, la mère de Sophie. En écoutant leur conversation, ils comprennent que la véritable instigatrice n'est autre que Madame Leblanc. En réalité, la fille de Madame Leblanc, Sophie, et Chloé aiment le même homme. Profitant de la richesse de sa famille, Sophie a voulu contraindre Chloé à renoncer. Les deux jeunes femmes se sont disputées violemment sur la colline. Sous le coup de colère, Sophie a poussé Chloé. En voyant le sang couler sur le sol, Sophie a cru qu'elle l'avait tuée. En panique, elle est allée chercher sa mère. Mais lorsqu'elles sont revenues ensemble sur les lieux, le corps avait disparu. Ce qu'elle n'ignorait, c'est que Lucas avait tout vu. C'est lui qui avait emmené Chloé encore vivante et l'avait ensuite séquestrée dans un endroit secret. Son objectif était de chanter Madame Leblanc pour obtenir une grosse somme d'argent. Madame Leblanc, terrifiée à l'idée que la tentative de meurtre de sa fille soit révélée, a alors acheté le silence de Lucas, lui demandant de se débarrasser définitivement de Chloé. Récemment, les rumeurs de démons aquatiques et d'apparitions sans tête se sont répandues dans tout le village. C'était l'occasion parfaite pour transférer la faute aux démons et masquer un meurtre sous un mythe. Mais Lucas a un appétit insatiable. Lors de la première tentative, il n'a pas tué Chloé. Il a utilisé un corps de substitution pour faire croître à sa mort. Quand Madame Leblanc est revenue le voir pour lui ordonner cette fois de passer vraiment à l'acte, Marc et Hélène avaient déjà commencé à remonter la piste jusqu'à lui. Les manœuvres de Lucas avaient fini par faire perdre toute confiance à Madame Leblanc. Chacun jouait son propre petit jeu. Pour obtenir l'argent, Lucas gardait Chloé ligotée à proximité et suivait Madame Leblanc jusqu'à la cachette de l'argent. Il n'était prêt à tuer qu'une fois l'argent sous ses yeux. Cette situation donnait à Marc et Hélène une occasion parfaite pour intervenir et sauver Chloé. Ils suivent discrètement Lucas et Madame Leblanc jusqu'à un grand arbre. Madame Leblanc y déterre une somme d'argent qu'elle avait cachée. Au moment précis où Lucas détourne son attention vers cet argent, Chloé profite de la confusion pour se libérer et s'enfuir dans la forêt. Tandis que Chloé court se réfugier dans les arbres, Hélène se lance à sa poursuite. Pour protéger Chloé, Marc reste derrière pour barrer la route à Lucas qui tente de la rattraper. Lucas demande à ce qu'on lui livre la marchandise et veut partir à la poursuite de Chloé, mais son complice lui répond qu'il va plutôt s'occuper de Marc. Marc et Lucas engagent un combat féroce. Très vite, Marc réalise qu'il a sous-estimé Lucas. Ce dernier se bat remarquablement bien, rien à voir avec un simple voleur. Chaque mouvement ressemble plutôt à celui d'un bandit aguerri. Mais Marc est aussi un combattant expérimenté. Après une dizaine d'échanges, il commence à prendre l'avantage. C'est alors qu'un phénomène étrange se produit. Marc est soudain pris de violentes hallucinations. Il croit apercevoir une silhouette monstrueuse, le fameux démon aquatique, apparaître aux côtés de Lucas. Perturbé par ces visions, Marc perd en concentration. Lucas ne laisse passer aucune opportunité. Chaque coup de sa lame cherche à le tuer. L'épée de Marc est finalement brisée, mais il refuse de se rendre. Dans la lutte, il parvient à profiter d'une ouverture pour planter le morceau d'épée brisé dans le corps de Lucas. Désormais, les deux hommes sont grièvement blessés. Tout se joue sur la volonté et la détermination. Lucas, en tant que bandit de grand chemin, est un homme sans rien à perdre. Après avoir arraché l'épée cassée de son corps, il se jette de nouveau sur Marc. Au cours du combat, Marc réussit encore une fois à le transpercer avec le morceau de lame. Cette fois, Marc ne lui laisse plus le moindre répit.
Malgré ses propres blessures, il rassemble ses dernières forces pour foncer sur Lucas. Celui-ci finit empalé par une branche d'arbre, transpercé de part en part, et n'a plus aucune capacité de résistance. Pendant ce temps, Hélène retrouve Chloé dans la forêt. Peu après, Madame Leblanc les rattrape, mais elle est seule. Hélène et Chloé parviennent rapidement à la neutraliser et à la maîtriser. Quand Hélène revient auprès de Marc pour lui annoncer que Chloé est saine et sauve, Marc, qui tenait debout uniquement par la force de sa volonté, s'effondre enfin au sol, épuisé. À la fin, Madame Leblanc et sa fille Sophie sont arrêtées et jetées en prison. Mais l'histoire ne s'achève pas là. Marc avait toujours cru que ce qui l'avait protégé, c'était les amulettes et l'encens que lui avait donné le sorcier du village. Une simple phrase d'Hélène va pourtant tout remettre en question. Hélène lui confie qu'elle n'a jamais utilisé ni les talismans ni l'encens du sorcier, car elle y est sensible. Dès qu'elle en respire, elle étouffe. Et fait troublant, elle n'a jamais vu le moindre démon, ni subi la moindre hallucination. Marc, qui est exactement dans le cas inverse, comprend d'un coup. Ce ne sont pas les esprits qui le hantaient, mais l'encens lui-même. Il apprend auprès du médecin que cet encens est fabriqué à partir d'une plante appelée Manchida. Cette plante contient une toxine qui provoque des hallucinations et amplifie la peur. Il devient évident que toute cette affaire de démon aquatique n'est qu'une mise en scène orchestrée dans l'ombre par le sorcier. Pourquoi le sorcier a-t-il fait ça? On découvre qu'il y a de nombreuses années, une famille entière a été injustement accusée de trahison et exécutée sur ces terres. Dans ce massacre, un seul enfant de 10 ans a survécu. Cet enfant, devenu adulte, n'est autre que le sorcier d'aujourd'hui. Après être revenu au village, il a utilisé l'encens pour plonger les habitants dans un état d'hallucination collective, puis a instrumentalisé la légende du démon aquatique pour mettre en place un plan de meurtres multiples masqué par le folklore. Il a habilement détourné le regard de tout le monde vers la rumeur du démon de l'eau pendant qu'il se vengeait. Mais lorsque Marc envoie des hommes pour l'arrêter, il est déjà parti. En fouillant, on constate que le sorcier a emporté des vêtements d'hiver. Marc en déduit qu'il a l'intention de fuir vers le nord, dans une région plus froide. Marc prend alors son adjoint et se lance dans une course-poursuite sans répit vers le nord, bien décidé à capturer le sorcier et à le traduire en justice. C'est ainsi que se termine ce récit. Le film porte un manteau de suspense folklorique, mais ce qu'il explore réellement, ce sont la nature humaine et les dérives du système. La superstition prive les villageois de leur jugement. Le pouvoir permet à Sophie d'abuser des autres. Tous finissent par payer le prix de leurs actes. Ce qui fait vraiment peur, ce ne sont jamais les fantômes des légendes, mais la corruption du pouvoir et l'ignorance des esprits. Dans le film, les anguilles qui sortent des cadavres symbolisent le mal. Comme ces créatures, il est sombre, rampant, difficile à éradiquer. L'arrivée de Marc ressemble à l'apparition d'une lumière dans les ténèbres. Il est comme une épée qui fend l'obscurité, couche après couche, jusqu'à ce que le mal n'ait plus aucun endroit où se cacher. Après la pluie et la nuit, la lumière finit toujours par revenir.